Diversité de la création, multiplication des lieux d'exposition, prolifération des écoles d'art, gigantisme des ateliers. L'art contemporain chinois, au-delà de la fulgurance de son émergence, est un vivier apparemment sans fond. Si 50% du marché américain tient sur 2 signatures, Basquiat et Kunz, la Chine, c'est 47 artistes dans le top 100 des ventes mondiales, dont près de la moitié sont de nouveaux noms. Depuis quelques années, le marché de l'art chinois partage avec les États-Unis le titre de numéro 1 mondial. Le fait qu'on annonce que la Chine devenait numéro 1 mondial, ça faisait pratiquement le même effet que si on leur avait dit que la 5e flotte avait coulé. Donc c'était un psychodrame général dans lequel toutes les autorités américaines ont recherché et vérifié tous nos chiffres, en long, en large, en travers et en diagonale, pour voir si effectivement la Chine les avait bien doublés. Dans toute guerre, depuis la nuit des temps, une guerre n'était définitivement consommée que lorsqu'on avait acquis l'art du peuple ennemi. Parce que l'art était l'âme du peuple. La Chine est le seul empire qui a été envahi un nombre de fois incalculable, comme tous les empires, mais qui, quelque part, a sinoïsé les envahisseurs, alors que la plupart ont été barbarisés, entre guillemets. Et je crois que, globalement, les artistes ont fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont absorbé l'art américain ou l'art européen, notamment pour prendre le meilleur, la quintessence, et le mettre à leur sauce à eux. Nous, les Chinois, nous avons toujours été très forts pour appréhender et simplifier les formes des paysages naturels, comme les encres, les paysages de montagne ou d'eau. Par exemple, avec 3 points, vous pouvez former un bambou. Avec 5 points, vous faites comme une fleur. Les artistes chinois passaient leur temps dans la nature à observer la vie. Comment un artiste pourrait-il aujourd'hui emprunter ces concepts, transformer, adapter ses méthodes pour décrire notre espace social actuel ? Le contenu de mes œuvres comporte plusieurs sources d'inspiration. Le premier est dû à mon background personnel, puisque j'ai appris la peinture traditionnelle dans mon enfance. Et il m'est naturel d'exprimer mes aspirations au travers de cette esthétique. Par ailleurs, je suis très sensible à la modernisation. Entre tradition et modernisation, il y a un conflit, et c'est inévitable. Mais comme la vague uniformisante de la mondialisation est la plus forte, elle va progressivement recouvrir ces trésors de la tradition. La Chine recèle un énorme potentiel créatif. Pourquoi ? Sans doute parce que les 2 grandes forces du XXe siècle, le totalitarisme et le capitalisme, coexistent en Chine. Le totalitarisme n'a pas disparu, tandis que le capitalisme est peut-être encore plus fou et débridé qu'en Europe ou aux États-Unis. Si tu veux comprendre et expérimenter la complexité et les distorsions de l'humanité, il faut venir ici. Il y a peu d'endroits dans le monde où l'on peut vivre une telle expérience. Le peuple chinois a traversé en quelques décennies ce que les Européens ont vécu en plusieurs siècles. En une seule vie, un habitant de ce pays aura pu connaître le Moyen-Âge, le communisme et l'économie de marché. Il en résulte, chez les artistes, un regard acéré sur les arcanes de la société. Qu'ils aient 20 ou 60 ans, une histoire commune, racontée, vécue ou espérée, les réunit. Dans l'art traditionnel, les gens ordinaires n'étaient pas un sujet. C'est l'art révolutionnaire qui a voulu mettre le peuple, les petites gens, au premier plan. C'était un art de gauche. Les artistes taïwanais sont exempts de l'influence du communisme.
Les Hongkongais aussi. Ils sont seulement porteurs de la tradition millénaire chinoise et de l'influence occidentale. Pourquoi trouvez-vous que les artistes de Pékin sont si forts? C'est parce que coule dans leurs veines cette idéologie communiste. C'est très prégnant. On ne peut l'oublier ni s'en libérer. Dans l'éducation que nous avons reçue, l'art et le commerce devaient rester radicalement distincts. Il était interdit de faire commerce de l'art, sinon l'art perdait sa dignité. Durant la période maoïste, nous baignions dans ce genre de convictions. Mais par la suite, l'art de gauche est devenu l'art du parti. Et de nombreux problèmes sont apparus. Le petit peuple est devenu un phénomène collectif. Et le personnage réel, tangible et humain dont l'art a besoin, a disparu. Au début des années 60, la politique productiviste lancée par Mao Tse-tung engendrait 3 années de grande famine, qui allaient faire plus de 30 millions de morts dans les campagnes. Perdant tout crédit auprès de ses compagnons d'armes, il décide de reprendre la main en impulsant en 1966 la révolution culturelle. Une refonte totale de l'organisation de la société contre les vieilleries de la tradition. À son appel, des millions d'étudiants épris d'utopie s'attaquent avec une ferveur dévastatrice à toute création pouvant s'apparenter à de l'art bourgeois. C'est ainsi que Mao Tse-tung provoque la première vraie rupture dans l'histoire de l'art chinois. Paradoxalement, malgré son nom, la révolution culturelle a été une période de persécution pour les artistes et a affaibli pour un temps la création. Pendant la révolution culturelle, votre cerveau, vos idées devaient être fidèles aux dirigeants. Votre esprit et votre cœur devaient aimer le parti. On ne pouvait mettre en doute le parti. Les professeurs ont tous été interdits de peindre et de travailler pendant la révolution culturelle. Pendant trop longtemps, ils ont été éloignés des arts. Tout leur était devenu comme étranger et ils n'osaient plus rien. Ils avaient peur de commettre des fautes. La mort de Mao Tse-tung en 1976 signe la fin de la révolution culturelle. Son successeur, Deng Xiaoping, lance une politique d'ouverture qui permet à l'art contemporain chinois de prendre son véritable essor. Avec l'accès au monde occidental, les artistes chinois découvrent la peinture moderne européenne, dont ils ont été tenus à l'écart durant plusieurs décennies. C'est un second choc artistique pour les peintres chinois. Pour vous, les Occidentaux, les Européens, si vous ouvrez un livre d'histoire de l'art, il y a un début et une évolution. Depuis les impressionnistes, le post-impressionnisme, le modernisme, etc., etc., il y a un processus. Toutes les traditions artistiques sont advenues les unes après les autres. Tandis que pour nous, lorsque les portes se sont ouvertes, tout était face à nous. Les réactions de chacun ont été très différentes. Le futurisme, le dadaïsme, ou encore Andy Warhol, je ne savais pas qui c'était, mais ça me plaisait. Ça dépassait mon entendement parce qu'on voyait soudain quelque chose de vrai, qui ressemblait à la réalité, mais pas à la manière du réalisme soviétique. C'était pourtant très réaliste, mais autrement. L'impression de réalité était plus forte. Je me suis rendu en Allemagne pendant 3 mois. Je ne pouvais être autorisé et résider que pour un court séjour. L'école avait accepté que je parte uniquement 3 mois. Tous les matins, j'allais au supermarché acheter des sandwichs et une bouteille d'eau, et je filais voir les musées et les galeries. J'étais très ému de voir les œuvres classiques et l'évolution jusqu'à l'art contemporain. Vous vous rendez compte? En 3 mois, j'ai parcouru plusieurs siècles d'histoire de l'art. C'était une pression trop forte pour moi. Même mes rêves étaient remplis d'art. À la fin, je n'en pouvais plus. J'étais écœuré des musées. Mais je n'avais pas le choix. Il me fallait apprendre.
Tous les jours j'ai fait ça, voir des musées et réfléchir. Je me souviens du jour où j'ai vu les œuvres de Van Gogh à Amsterdam. En sortant du musée, je me suis assis par terre. J'étais complètement anéanti. Dans ces années 80, les artistes sortent dans les rues pour faire découvrir leur création et leur liberté retrouvée. C'est la naissance de multiples groupes comme Les Étoiles, Les Sans Noms, Les Cicatrices. Certains s'inspirent directement des œuvres occidentales, tandis que d'autres remettent déjà en cause cet entrisme culturel. Les Xiamen Dada vont mélanger à plusieurs reprises dans une machine à laver des livres de peinture occidentale et des livres de peinture traditionnelle chinoise. Le pouvoir de Deng Xiaoping ne voit pas toujours d'un bon œil ce fourmillement culturel. Des expositions sauvages sont très vite décrochées. Mais libérés et enthousiastes, les artistes et leurs soutiens s'autorisent même à manifester publiquement leur désaccord dès que la censure refait son apparition. L'idéal artistique a connu une véritable renaissance. Parce que les artistes ont pu à nouveau créer librement. Et donc, chacun pouvait être maître de ses choix. À mes yeux, c'était une époque magnifique. Parce que nous étions emplis d'idéal. Nous travaillions pour notre idéal. En février 1989, cette parenthèse foisonnante culmine avec l'exposition China Avant-Garde. Des dizaines de milliers de visiteurs pour 185 artistes des plus représentatifs de l'art contemporain chinois. Et malgré 3 fermetures temporaires, pour raisons de sécurité, le succès de l'exposition est sans précédent. Ma seule envie, actuellement, c'est d'avoir un meilleur logement. Je devrais déplacer tous mes tableaux. J'ai seulement un triporteur et je ne sais même pas le conduire. Je pourrais demander de l'aide à mes amis, mais ils sont tous occupés. Je n'ai qu'un désir, avoir davantage de stabilité et suffisamment de temps pour peindre. Je n'ai pas d'autre envie extravagante. Absorbés par leurs multiples discussions sur l'esthétisme, la tradition ou l'avant-gardisme qu'ils viennent de découvrir, les artistes ignorent les transformations pourtant perceptibles de leur pays. Ils vivent dans une forme d'insouciance, lorsque la réalité sociale va brusquement leur éclater au visage. Au départ, simple protestation contre la corruption du parti en mai 1989, la contestation des ouvriers et des étudiants se transforme peu à peu en un violent combat pour la démocratie. Les artistes restent en retrait des manifestations, du moins artistiquement. Peut-être par sidération, ou comme si les slogans proférés les ramenaient à ceux qui avaient douloureusement marqué leur jeunesse. Le souvenir de cette insurrection populaire qu'ils n'avaient pas anticipée va rester gravé dans leur mémoire, comme dans celle de tous les Chinois. Ils restent à tout jamais meurtris par le massacre du 4 juin 1989 de la place Tiananmen, qui a fait plus de 1000 morts. Le 4 juin a eu une énorme influence sur moi. Énorme. Ça m'a sorti brutalement de mon rêve éveillé. J'ai commencé à porter mon attention sur mes rapports avec le monde qui m'entourait. Parce que je le veuille ou non, je devais vivre dans ce monde-là. Je devais me confronter à cette réalité. Je me disais qu'on ne pouvait plus vivre comme on le faisait auparavant, qu'il fallait prendre en main son propre destin. Il ne s'agissait pas de réussir, mais plutôt d'avoir le courage de vivre comme on l'entendait. Il y a des événements qui vous marquent pour toute la vie, qui restent imprimés à jamais dans votre cerveau, qui sont comme des îles dans la mer, qui ne seront jamais engloutis. Le 30 juillet 1989, je suis parti en Italie. Je pensais quitter définitivement la Chine. Nos rêves avaient été brutalement brisés et on n'avait plus le moindre espoir. On ne pouvait que quitter cet endroit. Après les événements de Tiananmen, une chape de plomb tombe sur le pays comme sur la création.
Le Parti communiste va jusqu'à dénoncer la pollution spirituelle de l'art moderne. Les artistes expérimentent et créent dans le secret des œuvres qui n'apparaîtront au grand jour que 10 ans plus tard. Nous avons souvent eu affaire à la police. Nous avons été arrêtés, détenus ou encore envoyés en province. Au début des années 90, les conditions étaient très dures pour nous. On était des vagabonds, des voyous, des gens sans position sociale, sans identité, sans unité de travail. On n'avait rien. Nous rentrions dans la catégorie des facteurs d'instabilité, des gens qui sont flottants et constituent une menace pour la société. On avait l'impression que la Chine s'était refermée. À l'Institut, chacun faisait très attention à ce qu'il disait. On avait le sentiment d'être revenu à l'époque de la révolution culturelle. On ressentait fortement l'impuissance de l'art. Si l'on dessinait des choses formellement belles, jolies, c'était en décalage total avec notre état moral. Et l'on cherchait ardemment une façon de s'exprimer, un moyen d'exprimer dans notre art les sentiments qui nous habitaient et la situation qu'on vivait. En 1994, j'ai fait piétiner ma face. J'ai pris les empreintes de mon visage pour faire 1500 moules en silicone et j'ai invité le public à marcher dessus. Cela évoquait la société totalitaire et aussi le problème de l'identité individuelle. Personnellement, je trouvais que dans la société chinoise, le problème du corps lui-même n'était pas résolu. La dignité, les droits humains, la considération pour l'individu en tant que corps sensible. Alors, nous avons même utilisé une méthode extrême, des performances totalement nues afin de provoquer violemment la société. Je pensais que je ne pourrais sans doute plus jamais peindre. Puis en réfléchissant, j'ai réalisé que mon cheminement d'artiste devait forcément être relié à la vie que je connaissais, à mon histoire et à mon angle de vue personnel. Avec cette réflexion en toile de fond, je me suis mis à m'intéresser au visage des Chinois. Notre image de l'homme, c'était celle de la Grèce et de Rome. La forme du nez, les yeux, la bouche. Si l'on dessinait spontanément, c'était des hommes occidentaux, mais pas des Chinois. C'est dans cette disposition d'esprit que je suis allé chez mes parents et que j'ai regardé de vieilles photos. Pour la première fois, je me suis rendu compte à quel point elles étaient intéressantes. J'ai réalisé que ma mère, lorsqu'elle était jeune, était une beauté. Comment des gens différents pouvaient-ils se conformer tous aux mêmes valeurs? On dit après que je peignais la révolution culturelle, le passé. Mais ce n'est pas vraiment cela. C'est plutôt un sujet de ce passé que j'ai utilisé pour exprimer ma réflexion sur le présent. Et pour cela, je les ai peints de la façon la plus plate possible, sans émotion et avec peu de couleurs. Et petit à petit, ils ont formé une grande famille. En 1995, les transformations avaient vraiment commencé. Et elles étaient très intenses. Ce pays recommençait à s'ouvrir et à s'animer. J'ai pensé que je devais revenir en Chine, qu'il me fallait participer à ces changements, et non pas les regarder de loin. Je me disais que si je ne participais pas à ces transformations, ce pays me deviendrait étranger. Je ne pourrais plus comprendre son évolution jusqu'à aujourd'hui.
Cette tête, c'est dans mes œuvres, celle qui a été vue par le plus de gens. Parce qu'à l'époque, je la traçais dans les rues de Pékin et dans tous ses recoins. Avant, on réfléchissait à la réalité sociale dans notre atelier. Et on s'exprimait sur une toile. Il y avait toujours une distance entre nous et la réalité. On les entend dire « Pékin a 800 ans, 1000 ans d'histoire. Mais où est-elle cette ville ? Tout a été détruit. » Au départ, quand je traçais ce graffiti, c'était une forme de défi, de révolte. Aujourd'hui, Pékin est devenue une grande métropole internationale. Elle a déjà accepté ce graffiti. Il est même devenu une décoration à la mode. J'ai donc décidé de l'abandonner, parce qu'il a perdu son sens. J'ai d'abord fait une œuvre dans laquelle il y avait un personnage féminin qui, seul, souriait dans un groupe. Cette jeune femme attire le regard du public. Je me suis demandé si je ne pouvais pas représenter tous les personnages en train de rire. Finalement, j'ai décidé de me peindre moi-même. Et je me suis rendu compte que ce rire était le reflet d'une situation dramatique, d'une réalité cruelle, qui s'exprimait en surface par ce rire. J'ai réfléchi très longtemps et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais autant attaché à lui. Aujourd'hui encore, je n'ai pas peint une œuvre où il exprimerait totalement toute sa tension, toute sa force et sa beauté. Inlassablement, les artistes s'attellent à s'approprier leur statut de créateur dans un pays où sont bafoués de nombreux droits démocratiques. Certains, comme Ujie, s'attachent à lever le voile sur le passé, car comme dans tout État, la principale censure réside dans le déni de ses pages les plus sombres. Dans la peinture chinoise, il n'y a aucune œuvre sur un événement aussi grave et aussi important que la grande famine de 1959. Aucune. C'est un grand vide, une grande lacune dans les beaux-arts, encore aujourd'hui. J'ai appelé ce dessin le mirage de la faim. L'homme est assis dos à la porte dans son habitation troglodyte. On dirait que le ciel derrière lui est rempli de roses magnifiques. Mais c'est une hallucination produite par la faim. C'est ainsi que je l'ai représenté. Je trouve que le noir et le blanc produisent une impression puissante. C'est pourquoi j'ai choisi la gravure pour représenter cette partie de notre histoire. Depuis tout petit, j'ai grandi dans cet idéal, cette utopie socialiste, où les affiches de propagande étaient le moyen le plus répandu du lavage de cerveau, pour faire croire aux gens que ce qu'elles montraient était vrai et existait vraiment. Et en Occident, c'est une méthode de marketing qui utilise les logos des grandes marques pour pratiquer le même lavage de cerveau et faire croire aux gens qu'il s'agit là de la vraie vie. Alors, j'ai imaginé qu'en tant qu'artiste, je me trouvais au carrefour des deux. En contournant les interdits et en jouant avec les limites de la censure, les artistes chinois ont peu à peu conquis une certaine liberté d'expression. Malgré les risques, certains créateurs ont même choisi de défier frontalement le pouvoir. C'est le cas d'Ai Weiwei, devenu un symbole de la lutte pour la démocratie.
Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas eu une attitude plus véhémente à mon égard? Je dis souvent que je m'exprime dans les limites du tolérable. C'est aussi parce que je suis un artiste indépendant et que je ne représente pas de danger pour la société. Je n'exprime que mes points de vue. Pourtant, quelque temps plus tard, Ai Weiwei est arrêté par la police et mis au secret durant 3 mois. Mais depuis 2015, il peut à nouveau se rendre à l'étranger. Quand Ai Weiwei a été arrêté, j'ai fait une œuvre. Cette statue renversée. L'image d'un officiel renversé. Vous n'avez aucun sentiment d'appartenance à cette société. Alors vous n'êtes pas confronté à l'humain. Vous êtes confronté à un mur. Un mur qui est aussi épais que la terre, vous savez. Toutes mes œuvres devaient partir à New York, où j'avais une expo solo prévue en avril. Le 21 janvier, quelqu'un de la sûreté d'État de Pékin a retenu le bateau. Il y avait des inspecteurs de Tianjin, la ville qui sert de port pour Pékin, ainsi que le service des douanes et également la police armée. 4 départements dépêchés pour bloquer le départ du bateau. Ils ont fait décharger uniquement mes 3 containers. Toutes les œuvres que j'ai réalisées depuis 2004 sont dans ces caisses. Et jusqu'à présent, ni à moi ni à la galerie, on n'a donné la moindre raison pour cette confiscation. Je ne sais même pas si elles vont être détruites ou pas. Le Parti communiste sait que beaucoup de gens pensent autrement que lui, ne lui sont pas loyaux, ne l'aiment pas. Aujourd'hui, le parti n'exige plus cet amour et on a le droit d'écrire ce que bon nous semble, mais uniquement en privé. Il ne nous laisse pas diffuser largement ce que l'on veut. L'intention de ce pouvoir post-totalitaire est seulement de limiter la diffusion. Pour nous les artistes, c'est très douloureux, vous savez. On a l'impression de n'exister qu'en cachette. Le pays ne nous reconnaît pas. Certains provoquent, d'autres s'enferment dans leurs ateliers ou leurs villages d'artistes installés dans la périphérie de Pékin. Autant pour des raisons financières que pour être moins contrôlés par la censure. Nos marches sont plutôt simples. Ici, on s'entoure de barrières. Il nous est aussi arrivé de défiler avec des balles de ping-pong dans la bouche, lors d'un vernissage officiel. Dans une autre, on s'est fait mettre de vraies perfusions. On a demandé les services d'une infirmière qui nous a posé de vrais perfs, mais dedans c'était sans danger. C'était de l'eau salée. On s'est promené dans les rues avec nos perfusions. En Chine, c'est déjà délicat une marche. Et lever le bras, c'est tout de suite assimilé à une manifestation politique. On défile de façon détendue, pas de façon militaire. Ici, on a été bloqué. C'était au 798, qui est certes un quartier artistique, mais aussi très touristique. Et justement, c'est un lieu que la police culturelle surveille particulièrement. Ils appréhendent ce genre de mouvement d'artistes. Alors c'est plein de policiers en civil. Ça, c'est un policier en civil. Il dit qu'on est plus d'une trentaine qui défilons. On a pu circuler une vingtaine de minutes avant d'être immobilisés. Les artistes chinois vivent pour une grande partie en immersion dans le monde qui les entoure, en reflétant sa brutalité. Scandales financiers, écologiques ou de santé publique, et l'exploitation récurrente de travailleurs pauvres.
Dans mon art, il n'y a pas beaucoup d'humour. Il m'est difficile de créer des choses gaies, parce que mes œuvres visent à exprimer mon ressenti. Et on peut dire qu'il y a une sorte de colère. Cette colère que l'on ressent au quotidien, on ne trouve pas à l'exprimer dans la vie. Et je ne peux l'exprimer que dans mes œuvres. Lorsque j'ai travaillé sur les migrants, j'étais animé par ce sentiment d'injustice. Pourquoi une partie de la population est-elle condamnée à vivre en bas de l'échelle sociale? Tous ces gens sont originaires d'ailleurs, de petites localités, et sont venus chercher du travail à Pékin. Alors, à partir de 2003, j'ai commencé à aller à leur rencontre dans les gares ferroviaires et routières, pour les convaincre. En les faisant venir dans mon atelier, ils pouvaient gagner un peu d'argent. Je les moulais tels qu'en eux-mêmes, pour enregistrer l'image, la résistance et la diversité des Chinois d'une époque. Chaque personne n'est moulée qu'une fois et n'est pas modifiée. Et à chaque fois, je brisais le moule pour être certain qu'il n'y en aurait pas deux. De 2003 à aujourd'hui, j'en ai fait plus de 200. Plus de 200. Et chaque personnage a un mouvement, une posture qui lui est propre. Le 14 novembre 2001, la Chine communiste est enfin acceptée au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Cette adhésion historique va bouleverser le commerce planétaire et de fait, le marché de l'art. La Chine multimillénaire vit alors un bouleversement sans précédent. Zone franche, croissance à 2 chiffres. La nouvelle usine du monde devient un acteur économique incontournable. Jusqu'alors, seuls les étrangers présents sur place, diplomates, expatriés de l'industrie, achetaient pour des prix dérisoires les œuvres de ces artistes qui mettaient en exergue la contradiction entre la période maoïste et l'évolution libérale du pays. Or, la croissance brutale et exponentielle de l'économie chinoise va engendrer une importante classe moyenne et une nouvelle caste de multimillionnaires chinois qui vont massivement investir dans ce nouveau secteur. L'argent provoque un 3e choc dans l'art contemporain chinois. On n'avait pas pensé que le temps du marché de l'art arriverait. C'est arrivé trop vite et trop brutalement. Tout à coup, les œuvres de certains artistes se sont vendues à des prix très élevés. Et cela a eu de grandes répercussions sur l'art contemporain chinois. L'aspect positif, c'est que de nombreux artistes talentueux ont pu gagner de l'argent. Et qu'avec cet argent, ils ont pu investir pour poursuivre leurs rêves. Ça, c'est bien. Mais l'aspect négatif, c'est que, lorsqu'ils ont été confrontés à l'argent, beaucoup d'artistes n'ont pas réussi à contrôler leurs propres pensées. Ils ont réfléchi prioritairement aux attentes du marché et ont produit des œuvres pour le marché. Les médias m'ont interviewé alors que je venais de vendre une toile 100 000 $, me demandant ce que ça me faisait. Je leur ai dit, quand j'ai vendu une toile 100 $, c'était de l'argent que je pouvais tenir dans ma main. Quand ça a été 100 000, ça n'était plus de mon ressort. C'est devenu une sorte de jeu, un jeu joué par d'autres gens qui n'a rien à voir avec moi. Puis, il y a eu une nouvelle vente aux enchères. Et on m'a dit qu'une de mes toiles pourrait être adjugée à 300 000 $. J'ai dit comment est-ce possible? Mais le même soir, on m'a informé que ma toile s'était vendue plus d'1 million $. Le capitalisme et l'art sont-ils intimement liés ou au contraire fortement antagonistes?
L'artiste doit se demander sincèrement pourquoi il veut produire de l'art dans une époque telle que la nôtre. Pour nous, c'est très clair. Nous suivons notre propre voie. Et même si les galeristes nous disent « Vous devriez faire ce type de choses, car ce type de choses se vend bien », nous refusons de le faire. De nombreuses œuvres n'ont même pas le temps de sécher, qu'elles sont déjà vendues. Je trouve que la culture a besoin de battage. Mais lorsque c'est exagéré, que le capitalisme s'en empare, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que c'est encore de l'art? Les sommes vertigineuses atteintes par certaines œuvres poussent de nombreux jeunes à vouloir devenir plasticiens. 150 000 d'entre eux passent chaque année le concours d'entrée des Beaux-Arts. En Chine, les sciences humaines ne sont pas développées. Le journalisme est aux ordres et le cinéma et la littérature soumis à une forte censure. À la fois vecteur d'intégration à la société et d'ouverture au monde, ce projet de carrière artistique réconcilie parents et enfants, même si la plupart n'auront d'opportunités que dans le domaine du design et de la publicité. Je trouve que l'éducation actuelle en Chine ressemble à un élevage de cochons, afin que tout le monde ait son diplôme. C'est un effondrement de l'excellence traditionnelle de notre culture. Ce qui me tient le plus à cœur dans l'éducation, c'est cet idéal traditionnel de transmission populaire. Et quand je vois où nous en sommes, je me sens comme un aveugle. Je ne vois rien, rien de bien. Je suis comme face à un tas de décombres. Je pense que 90% d'entre eux n'ont pas d'amour pour l'art, mais viennent pour les emplois qu'ils pourront trouver. Il y en a peut-être 5% qui sont exceptionnels, tandis que tous les autres n'ont aucune envie d'étudier. Enseigner aujourd'hui en Chine, c'est dur, c'est vraiment dur. Une bonne éducation ne suffit pas pour devenir un artiste, un être créatif. Il faut aussi vivre en synergie avec la société. Et puis, peut-être que les hommes ont aussi besoin de tourments pour créer. Nous avons décidé d'aller voir nos parents pour leur demander comment ils comprenaient ce qu'est l'art. Nous n'en avions jamais vraiment parlé avec eux, ou alors de manière évasive, car pour eux, l'art c'est la peinture. Et ils ne comprenaient pas ce que nous étions en train de faire. En fait, ils aimeraient qu'on fasse des tableaux, qu'ils puissent accrocher dans leur salon et pouvoir dire à leurs voisins « Vous voyez, ça c'est mon fils qui l'a fait ». Mais nous, on ne fait pas ça. Mon fameux étron. C'est un résidu de pétrole, c'est lié au Moyen-Orient, au rapport entre le monde occidental et les pays arabes. Mais ça n'a pas vraiment de sens, parce que ce que j'exprime là, c'est quelque chose que tout le monde sait. Alors c'est pas intéressant. Il y a certains artistes qui réalisent des œuvres qui ont l'air particulièrement modernes, avant-gardistes, et qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux œuvres d'artistes français ou anglais. Et en regardant leurs œuvres, on ne sait pas de quel pays ils viennent. Il y a tant de souffrances sur cette terre de Chine, mais on ne peut les apercevoir dans leurs œuvres. L'éducation qu'ils ont reçue, leur apprentissage et leur vie sont chinois. Mais pourtant, ils produisent des œuvres qui plaisent aux étrangers et que les Chinois ne comprennent pas. Tandis que de nombreux artistes s'interrogent sur le rapport de l'art et de l'argent et s'appliquent à questionner l'évolution de la société, d'autres veulent revenir aux fondamentaux de l'art traditionnel comme source d'inspiration proprement chinoise afin de contrecarrer les ravages du monde actuel.
Mon explication pour ce petit signe, c'est qu'il est un élément, un atome, une énergie biologique ou imaginaire. En Chine, on dirait le qi, ce souffle vital. Beaucoup de gens se posent des questions sur eux-mêmes, sur la consommation. Et ils observent qu'après cette phase intense de développement économique, il y a aussi des aspects négatifs, très importants. Alors, on se retourne sur soi pour chercher sa propre culture, sa propre civilisation. On a envie de définir ce que c'est finalement que le peuple chinois. Je pratique assidûment cette écriture ancienne. J'ai l'impression que cet art est le plus proche, le plus respectueux des traditions. C'est un état qui refuse les transformations, mais qui inspire la sérénité. Calligraphier nécessite un état de stabilité psychologique. Dans tous les domaines, il faut faire vite pour s'intégrer au monde occidental. Alors, il ne reste pas de temps pour la culture traditionnelle. On n'a plus de temps pour ce genre qui demande le calme, le recueillement. La culture chinoise est fondée sur cette sérénité. C'est à partir du calme qu'on peut se mettre en mouvement. Du calme naît l'action. Les artistes ne prétendent pas rassurer. D'ailleurs, eux-mêmes ne le sont pas. À la fois avant-garde et témoins de leur société, ils expriment des doutes, des contradictions, des attentes, ressenties aussi par une société gigantesque de plus d'1 milliard d'individus. La Chine vit une époque incroyable, dans laquelle nos valeurs ne cessent de se transformer. Et nous ne savons pas ce que nous voulons. Et notre pays non plus ne sait pas ce qu'il veut. Et nous ne savons pas comment notre pays va encore se transformer. Est-ce qu'on se rapprochera de l'Occident ou de nos traditions? L'Orient, l'Occident, le capitalisme, le socialisme? Nous sommes dans une réflexion multiforme. Notre univers a été détruit. Avec le titre « Est-ce que ce monde sera bon ?», je pose une question sur l'avenir de l'humanité. Les acrobates montrent l'homme dans ses rapports à la société, à la structure du pouvoir, comme un maillon d'une chaîne. Tu dois tenter de toutes tes forces de ne pas t'en extraire. Parce que si tu t'éjectes, si une seule personne abandonne la place qu'elle occupe, c'est tout l'édifice qui s'écroule. Je crois que nous sommes dans une lutte, et non pas sur une scène artistique détendue et joyeuse. Le pouvoir de l'art, c'est un pouvoir qui est extrêmement cruel. Machiavel, notamment dans Le Prince, consacre plusieurs chapitres au pouvoir de l'art. Dieu sait que ce garçon s'y connaissait. Donc je pense qu'il faut bien penser à ça. Les Médicis avaient parfaitement compris aussi. Donc la Chine aujourd'hui, en étant numéro 1 mondial, impose son regard du monde. Parce que n'oubliez jamais que l'artiste est quelque part à l'avant-garde. Il écrit ce que les historiens digéreront plus tard.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la Chine, en étant numéro 1 mondial, par ses artistes, impose au monde. Il y a le terme imposer, donc imposer, il y a une notion de force, même si c'est du soft power. Elle impose son regard. Et c'est pour ça que ces artistes sont très importants et que la Chine met toute la puissance de guerre nécessaire et la puissance de feu nécessaire pour que les artistes chinois rayonnent sur les 5 continents et ils rayonnent actuellement sur l'intégralité des continents. Il est vraiment particulier ce pays. Vraiment bizarre. Étrange. De plus, il ne reconnaît pas les valeurs universelles que l'humanité a construites. On est plongé dans la dissimulation, le mystère. Ce n'est pas une situation normale. Nous, en Chine, nous ne sommes pas encore l'objet d'une écriture de notre histoire. Nous le serons peut-être plus tard. Je ne crois pas que nous n'ayons pas de grands artistes, mais nous ne sommes pas entrés dans l'histoire. Notre histoire n'est pas encore écrite. Ou plutôt, nous ne sommes pas encore devenus l'objet d'un discours et d'une histoire. Pour cette œuvre, on a procédé d'abord à un vote. J'ai rassemblé du monde et j'ai expliqué que je projetais de faire une création, mais que je voulais que chacun s'exprime pour dire s'il était pour ou contre sa réalisation. Il y avait 25 participants. 12 électeurs ont voté pour, 10 ont voté contre et 3 se sont abstenus. Alors, nous sommes allés dans une pièce vide, nous avons pulvérisé sommairement du désinfectant, puis le médecin, sans anesthésie, a incisé mon corps sur une ligne d'1 mètre de long. Et puis c'était fini. Je suis quelqu'un de très ordinaire. Mon père était mineur, ma mère était paysanne, et moi, j'aimais l'art, et petit à petit, je m'y suis mis. Mais je suis quelqu'un de la couche la plus basse de la société. Alors, toutes les transformations de la Chine, tout ce que cela a bouleversé dans la société, j'ai vécu ça de près. Pendant toutes ces années, j'ai vu tellement de problèmes, c'est pas possible d'être insouciant. Nous avons constaté l'échec du communisme et les méfaits du capitalisme. Alors, si l'art chinois devait devenir digne d'intérêt pour le monde, il devra produire des éléments de réponse sur la société dont ont besoin les hommes. Avec ce présupposé, l'art chinois pourrait apporter au monde un nouveau sens, une nouvelle esthétique. Nous, on considère que finalement, il n'y a pas de frontière entre la vie et l'art. C'est ainsi que nous avons décidé d'ouvrir un magasin et aussi on a ouvert un restaurant occidental. Ces projets sont résolument sous le signe de la créativité. Et nous les réalisons ensemble. Nous avons tous investi. Quant aux produits que l'on vend, on a imaginé un emballage. Et cet emballage, c'est une lettre que nous avons écrite sur l'art. Si tu achètes un objet, tu peux lire cette lettre. Quant aux pizzas de notre restaurant, parce qu'il s'agit aussi de livraison de pizza, nous les livrons nous-mêmes. Peut-être que la première fois, tu te contenteras de les prendre et de fermer la porte. La seconde fois, nous échangerons quelques mots. La troisième fois, tu m'inviteras peut-être chez toi, à boire une tasse de thé. Nous ne cessons de créer ces interférences, de rentrer dans les arts d'une façon vivante et de vivre la vie de façon artistique. À l'heure où il rayonne sur les 5 continents,
Les artistes chinois subissent la puissance d'un hypercapitalisme dont ils savent aussi tirer profit. Mais au-delà de la satisfaction d'être reconnus, la plupart d'entre eux se retrouvent dans une volonté commune de jeter les bases d'une autre société tout en revendiquant leur histoire et ses contradictions. Plus qu'un art de la guerre, c'est avec un combat artistique, pacifique et acharné qu'ils s'ouvrent désormais au monde.